Mes chers collègues, mesdames, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter de vive voix mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Notre délégation aura un rôle majeur dans les mois à venir. Je souhaite qu'elle nous permette de porter les sujets qui nous lient pour faire avancer les droits de ceux qui sont l'avenir de notre pays et qui sont souvent les oubliés de nos politiques publiques, nos enfants. Nous entamons aujourd'hui un nouveau cycle d'auditions au sujet de la prostitution des mineurs. Et nous accueillons pour en discuter Mesdames Hélène David et Sophie Antoine de l'association Agir contre la prostitution des mineurs et Mesdames Stéphanie Karadec et Claire Kidé du Mouvement d'Uni. Je vous remercie à vous quatre d'être présentes avec nous aujourd'hui. Selon les associations, entre 7 000 et 10 000 mineurs se livreraient à la prostitution en France. Ces chiffres, certainement sous-estimés, traduisent l'ampleur d'un phénomène qui doit tous nous interroger. Tout d'abord, il est important de rappeler que cela peut toucher tout le monde. Filles, principalement, mais garçons également, issus de tous milieux sociaux et familiaux, qu'on habite dans les grandes villes ou en ruralité. En effet, depuis plusieurs années, on constate une mutation des comportements prostitutionnels. Selon l'association Le Mouvement d'Uni, dorénavant, 62% de la prostitution passerait par Internet. Ouvrons donc le champ des possibles prostitutionnels. Il est important également de noter que la moitié des jeunes se livrant à des conduites prostitutionnelles ou pré-prostitutionnelles auraient subi des violences durant leur enfance. De fait, les établissements de l'aide sociale à l'enfance sont particulièrement exposés aux risques prostitutionnels, tant les violences subies par ces jeunes les ont fragilisés. D'ailleurs, ces jeunes fragilisés, qui ont une vision de leur corps biaisée par les violences qu'ils ont subies, s'illusionnent souvent en pensant qu'ils maîtrisent leur corps dans les conduites auxquelles ils se livrent. Certains n'ayant pas conscience que leur comportement relève de la prostitution ou une conduite qui s'y assimile. En tant qu'association, au plus près de ces sujets, j'aimerais donc vous entendre sur cet état des lieux, si vous souhaitez d'ailleurs le compléter, mais également sur vos propositions pour lutter contre la banalisation de ces pratiques, le déni des jeunes victimes et l'impact d'Internet et des réseaux sociaux. J'aimerais également vous entendre sur les solutions qui existent ou qu'il faudrait créer pour accompagner ces mineurs quand ils décident d'arrêter ces conduites prostitutionnelles. Un autre sujet. À travers les médias et les faits divers, j'ai entendu des parents exprimer leur solitude et leurs difficultés face à leurs enfants qui se prostituent. Pouvez-vous nous indiquer le rôle de vos associations, mais également le rôle des forces de l'ordre, de la justice et des autres acteurs publics? Mais surtout, que doit-on améliorer pour mieux répondre à ces parents? Je vous laisse donc la parole pour un propos liminaire avant des échanges avec mes collègues ici présents. Je vous remercie. Quelle association veut commencer? Il en faut une qui commence. Et on commence par le Mouvement d'Uni. Allez-y. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir invités à cette audition. Donc, je suis Claire Kidé, présidente du Mouvement d'Uni. Et donc, à côté de moi, Stéphanie Karadec, qui est la directrice. Et je pense qu'on parlera un petit peu à deux voix. Moi, je voulais peut-être, pour commencer très rapidement, vous dire quelques mots de notre association. Nous sommes donc une association nationale qui est très ancienne, puisqu'elle existe depuis plus de 80 ans et qui est représentée dans 27 départements français, donc sur l'ensemble du territoire, dans toutes les régions, donc à travers des antennes régionales, enfin départementales, qu'on appelle délégations. Et donc, voilà, on décrira un petit peu plus nos activités, notamment en direction des mineurs. Mais globalement, on rencontre depuis toujours, on va à la rencontre des personnes prostituées sur les lieux de prostitution, on les accueille dans nos permanences, un accueil complètement inconditionnel, on les accompagne dans toutes les demandes que ces personnes peuvent formuler. Nous formons des professionnels, nous faisons de la prévention auprès des jeunes et de la sensibilisation du grand public, et nous menons des actions de plaidoyer, voilà, de manière très rapide. En ce qui concerne la prostitution des mineurs, alors c'est un sujet dont on parle beaucoup ces dernières années. Pour nous qui sommes présents donc sur cette question de la prostitution depuis très longtemps, on sait que c'est pas du tout un sujet nouveau. Ça existe depuis, j'allais dire depuis toujours, depuis que la prostitution existe. Ça existe en tout cas depuis très longtemps, y compris dans notre pays, même si pendant très longtemps on n'a pas voulu le voir.
de mémoire, je crois que c'était en 1960, nous avons une revue au Mouvement d'Uni qui s'appelle Prostitution et Société, qui s'appelait autrement à l'époque, mais qui existait déjà. Une de nos revues en 1960 était consacrée à cela, à la prostitution des mineurs. Donc on avait alerté déjà depuis très très longtemps, mais il est vrai que ça n'était pas forcément entendu. Il y avait quand même un très fort déni, on n'avait pas envie de voir ça. Donc voilà, aujourd'hui, et depuis quelques années, ce sujet est vraiment porté, mis en avant, on en parle. Et c'est tant mieux, parce que voilà, c'est ce qui permet aussi de pouvoir travailler à justement des pistes, des solutions, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Et donc, on est vraiment, nous, très satisfaits de voir que les politiques publiques s'emparent de cette question et qu'il y a... Donc voilà, des réflexions, des décisions qui sont prises. Je pense, voilà, il y a eu le plan mineur, etc. Et donc ça, c'est vraiment très bien. On en est très, très satisfait. Et évidemment, on a, je pense qu'il y a beaucoup de pistes qu'il faut encore développer. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en œuvre. Il y a des choses qui sont insuffisantes et on va avoir amplement, je pense, l'occasion d'en parler. Donc merci à vous pour cette audition encore. Ce que je voulais peut-être dire aussi en préalable, c'est qu'il ne faut pas oublier, nous, toutes les personnes que nous rencontrons, qui viennent nous voir dans nos permanences, que nous rencontrons, que nous accueillons, lorsqu'elles sont majeures, ce sont dans leur immense majorité des personnes qui ont commencé la prostitution mineure. Donc finalement, il y a, même si elles ne le sont plus, elles l'ont été. Et donc, l'on travaille en direction de jeunes mineurs ou d'adultes, on sait qu'il y a quand même un continuum mineur-majeur et qu'il est toujours très dangereux de vouloir opposer prostitution des mineurs qui ne serait pas la même chose que la prostitution des personnes majeures. En réalité, il existe un système prostitutionnel et des personnes qui ont un statut juridique différent du fait de leur minorité ou de leur majorité, mais le système est le même. Ce que je voudrais dire, et vous l'avez rappelé, c'est qu'en effet, dans la majorité des cas, les personnes que nous rencontrons sont des personnes qui présentent ou qui présentaient un certain nombre de vulnérabilités avant l'entrée dans la prostitution, que ce soit suite à des violences subies dans l'enfance, que ce soit suite à un environnement familial, social particulièrement difficile, que ce soit suite à des placements, à des fugues, à des errances, etc. Donc il y a un ensemble de conditions en fait qui malheureusement favorisent la possibilité un jour que la prostitution se présente dans la vie de ces personnes. Et donc bien sûr que dans le travail que l'on fait sur la prostitution des mineurs, tous ces éléments sont à prendre en compte. Et puis nous qui recueillons la parole des victimes et travaillons auprès d'elles souvent sur le très long terme, on voit aussi les conséquences de l'activité prostitutionnelle sur les personnes. Et donc, je pense qu'il n'est jamais inutile de rappeler que la prostitution, c'est une violence extrême, qui est extrêmement destructrice pour les personnes qui la subissent, et que donc, vraiment, ça fait partie des violences sexistes et sexuelles, et que, c'est important d'avoir toujours ça en tête, et que la manière donc de traiter cette question doit vraiment prendre au centre le fait qu'on parle là d'une violence sexiste et sexuelle. Voilà ce que je voulais dire peut-être très rapidement pour présenter l'association. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou sinon on présente les activités? C'était peut-être sur l'état compléter sur l'état des lieux que vous nous proposiez de compléter peut-être là-dessus. Vous avez dressé un état des lieux qui me semble tout à fait juste, et merci de rappeler que c'est toutes les catégories socio-professionnelles, que c'est les filles et les garçons. Il y a quand même une grosse proportion de filles, mais les garçons sont évidemment touchés aussi. Je voulais revenir sur quelques éléments. Vous parliez de 7 à 10 000 mineurs. Alors les chiffres, aujourd'hui, on parle de au moins le double.
Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas d'études qui nous permettent, et ça, c'est une demande depuis au moins 2012 de l'IGAS, d'avoir une étude en fait, qui nous permette d'estimer de façon assez objective le nombre de mineurs qui seraient concernés, comme on le fait pour les femmes victimes de violences, avec des enquêtes de victimologie qui nous permettent d'avoir une fourchette, au moins un chiffre qui soit objectivé. Parce qu'aujourd'hui, on se repose quand même beaucoup sur les constats des associations. La prostitution, ça échappera à personne, c'est une activité qui est dissimulée, qui est cachée. Donc voilà, c'est difficile de l'estimer. Mais on peut avoir des chiffres si on s'en donne peut-être les moyens, faire vraiment une étude sur le nombre de mineurs qui seraient concernés. Je reviens sur le chiffre, sur la proportion sur Internet, parce que vous parliez merci de mettre en avant le chiffre, mais c'est un chiffre du ministère de l'Intérieur qu'on avait pu valoriser dans une étude qu'on avait faite en 2015 de Proscost. Et alors, entre 2015 et aujourd'hui, la proportion de la prostitution en rue et en ligne a complètement augmenté, enfin sur la prostitution en ligne a augmenté énormément. L'Office central de répression de la traite des êtres humains parle plutôt de 90% que de 62% aujourd'hui. Donc on est là aussi sur une tendance qui est extrêmement forte et hyper majoritaire, voire quasi unanime, et qui implique une modification de nos interventions aussi. C'est aussi un des facteurs essentiels de probablement l'augmentation de la prostitution des mineurs, puisque Claire l'a dit, vous l'avez dit aussi, le facteur commun qu'ont les victimes de la prostitution, les mineurs de la prostitution, mineurs mais puis majeurs aussi, c'est qu'ils ont un passif traumatique, souvent des violences sexuelles, incestueuses dans de nombreux cas, mais pas seulement. Il y a aussi un harcèlement scolaire qui n'est pas pris en charge. Il peut y avoir beaucoup de choses dans le parcours des jeunes qui les amènent à un moment donné que la prostitution soit rendue possible par une diminution de l'estime d'elles-mêmes et d'eux-mêmes, et par leur vulnérabilité qui augmente et qui est détectée par des prédateurs. Et Internet, c'est l'endroit où les adolescentes et les adolescents donnent à voir leur vie, et y compris leur vulnérabilité. Et sur Internet, il y a des personnes qui sont organisées pour les identifier et pour se faire évidemment passer pour le gentil petit copain ou la gentille petite copine au démarrage, et puis ensuite tomber sur du proxénétisme. C'est aussi important d'avoir en tête sur l'état des lieux que si, du coup, Internet permet un plus grand accès aux victimes, c'est un plus grand accès qui est rendu pour les proxénètes, mais aussi pour les clients. Puisque aller, comme on en rencontrait en rue, qui descendent sur le trottoir, aller s'exposer au vu et au su des personnes qui sont dans la rue, pour aller solliciter un acte sexuel à un mineur ou à un majeur. C'est pas la même chose que de le faire derrière son téléphone portable, d'aller dans un hôtel où il n'y a pas d'accueil, de payer via un virement bancaire. Donc en fait, d'être anonymisé dans sa sollicitation d'actes sexuels, si ce n'est l'adresse IP, le numéro de téléphone, ils sont identifiables par les forces de police. Mais en tout cas, c'est plus facile. Donc on a une multiplicité de victimes, parce qu'on sait qu'on a malheureusement énormément de victimes de violences sexuelles dans l'enfance. On a une multiplicité d'acheteurs, donc de pédocriminels qui achètent des actes sexuels aux enfants. Et ça, je pense que c'est vraiment important qu'on l'ait en tête, parce qu'on parle toujours, et c'est très bien, de plus en plus, en tout cas, des mineurs en situation de prostitution pour se demander comment ça se fait qu'ils tombent dans la prostitution. Mais par contre, on se demande assez peu, et on met très peu de moyens dans nos politiques publiques, pour se demander comment on fait pour lutter contre l'impunité de ceux qui achètent des actes sexuels aux enfants. Et ça, je m'arrête là pour vous laisser compléter. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire aussi. Mais voilà, je pense que c'est vraiment essentiel de l'avoir en tête pour prendre le système prostitutionnel dans son ensemble et pas seulement se focaliser sur les victimes. Merci beaucoup. Et puis donc, on va passer la parole à Agir contre la prostitution des enfants. Bonjour, merci de nous recevoir. Donc, je suis Sophie Antoine, je suis la responsable juridique et plaidoyer de l'association Agir contre la prostitution des enfants et les violences sexuelles. C'est un rajout qui date d'il y a maintenant quelques années et qui est assez important. Je vais juste mentionner une petite anecdote qui est liée aussi au sujet de discussion qui commence à émerger avant de nous présenter rapidement. L'autre jour, je contacte l'OFMIN pour avoir un entretien avec eux, échanger au sujet de ce qui se passe, et ils me répondent « Ah, mais vous travaillez sur la prostitution. Nous, on travaille pas sur la prostitution. On s'occupe uniquement de ce qui se passe en ligne. » Donc, bon, voilà.
Il y a déjà un énorme problème rien que dans cette réponse-là et qui fait écho à un problème de fond et de droit qu'on va pouvoir retrouver. Donc, je nous présente rapidement. On est une association qui date de 1986. On s'est consacré dès le début, on est une association de protection de l'enfance. On s'est consacré dès le début à la lutte contre le tourisme sexuel. Et très rapidement, on s'est aperçu donc, que, bien évidemment, l'exploitation sexuelle des enfants avait lieu sur le territoire français et qu'il est toujours plus facile de voir le problème ailleurs et de ne pas balayer devant sa porte et que personne ne s'en occupait. On a été assez lanceurs d'alerte là-dessus. On a essayé d'alerter. On a décidé de se consacrer notre activité sur tout ce qui était lutte contre la prostitution des enfants en France. Au départ, on était une association, et on l'est toujours, de plaidoyer et juridique. On continue à accompagner des mineurs, leurs familles et les professionnels de l'enfance qu'on forme un petit peu partout en France. Et de plaidoyer, bien évidemment. On a poussé pour l'adoption de la loi sur l'extraterritorialité, et notamment on a beaucoup travaillé à l'adoption de la loi Billon en 2021. On a eu la chance, comme nos collègues du Mouvement d'Uni, de pouvoir travailler sur le plan de lutte contre le système prostitutionnel et de lutte contre la traite des êtres humains. On a développé depuis quelques années aussi un accompagnement psychoéducatif à travers notre notre dispositif Ado-Sexo. Je vais laisser peut-être Hélène David, la spécialiste qui est notre aussi responsable stratégique et du module, le présenter, de Ado-Sexo. Effectivement, donc depuis 2020, on est vraiment beaucoup plus sur le terrain et avec donc, cet accompagnement psychoéducatif de jeunes, mais surtout aussi de professionnels, notamment professionnels bien sûr de la PJJ et de l'aide sociale à l'enfance en premier lieu, mais aussi d'autres de la prévention spécialisée, enfin voilà. Et puis des parents. Donc vous avez posé aussi la question des parents, donc je vais essayer d'être assez brève, mais effectivement quand même en parler. On a à peu près 20% des situations qui nous parviennent, qui viennent directement des parents. Donc voilà, des parents qui, souvent, il y a déjà un accompagnement du côté de la protection de l'enfance, mais pas forcément, ou alors c'est en attente, ou alors ils viennent nous demander des conseils, puisqu'on travaille sur les mineurs qui sont dans la prostitution, mais aussi dans la pré-prostitution, les conduites à risque et les conduites de fragilisation qui pourraient effectivement être repérées par les proxénètes si jamais on n'est pas aussi tous à y travailler. Donc, parents, les professionnels, et puis, bien sûr, ensuite, un accompagnement des mineurs dès lors que ça s'avère être effectivement important. Depuis la fin 2022, j'assume aussi des stages de 3 jours auprès de proxénètes en prison pour travailler sur la prévention de la récidive, avec quand même quelques-uns qui m'écrivent aussi à la suite. Et puis la PJJ, de plus en plus, me sollicite sur ce domaine-là. Même parfois, bien sûr, des foyers de l'aide sociale à l'enfance qui souhaitent être aidés sur cette question des victimes qui deviennent auteurs. Alors, qui deviennent auteurs pour une part parce qu'ils en ont l'injonction par le système prostitutionnel. C'est une des choses que je voudrais relever dans nos inquiétudes des dernières années, dans les évolutions, où effectivement, on voit bien que beaucoup de choses peuvent être très pyramidales et donc aller très très vite. Et ceci, je pense quand même, parce que depuis, on va dire, 3-4 ans ou autre, en tous les cas, moi je l'ai observé après le confinement, qui a quand même rapproché beaucoup de les clients, les réseaux et les pauvres gamins qui étaient pendant des heures sur les écrans. Eh bien, la présence effectivement de réseaux de deals qui s'emparent de façon beaucoup plus organisée que les petits proxénètes isolés. Donc avec des techniques qu'ils ont déjà bien en main, avec un personnel qu'ils ont en main, et des techniques de recrutement qui peuvent effectivement être très efficaces, malheureusement, dans le recrutement de nouvelles victimes. Pour finir sur cet aspect-là, parce qu'effectivement, c'est quand même quelque chose qui, moi, m'inquiète beaucoup, c'est que les dealers ont l'arme absolue pour recruter.
C'est-à-dire que le produit, c'est de la soumission chimique. Ça aide tout à fait, effectivement. Et on a un grand nombre quand même de jeunes qui sont invités à une fête, qui vont consommer du cannabis et un peu d'alcool, qui vont se faire violer, filmer, et ensuite, effectivement, le chantage s'installe. Donc, et ça, quand ce sont des gamines de 12 ans, 13 ans, comme c'est le cas, un peu plus encore qu'avant, des 13 ans, on en a plus qu'il y a 4 ans. Donc c'est quand même très inquiétant parce que ça fait énormément de dégâts, bien sûr. La grosse différence, c'est que si elles ont accepté un joint et de boire un verre de vodka, alors la jeune est beaucoup plus encline à dire « j'étais consentante ». C'est-à-dire qu'elles étaient consentantes pour le verre et le joint, elles n'étaient pas consentantes pour le reste, mais à 12 ou 13 ans, dès lors qu'on a fait un pas en dehors de ce qui était autorisé, on pense que tout ce qui vient à la suite, c'est parce que je l'avais voulu. Donc effectivement, quelque chose de préoccupant. Ils ont aussi, donc le produit sert évidemment pour la dépendance, donc vouloir aider la jeune à sortir de la prostitution s'il n'y a pas un accompagnement au niveau des soins dès lors qu'il y a de la consommation de produits, c'est quand même voué à l'échec dans beaucoup de situations. Donc c'est un ensemble, et bien sûr avec le psychotrauma aussi. Donc si vous voulez, c'est aussi pour ça qu'on essaye de travailler beaucoup avec les hôpitaux, notamment avec Debré à Paris, mais pas que, pour ces situations où il y a des emprises multiples. Voilà, en tous les cas, la consommation et l'addiction, malheureusement, ça va très bien ensemble. Et les proxénètes, le produit sert aussi à installer une dette. La dette, c'est quelque chose de courant dans le système de proxénètes. Et bien sûr que là, avec le produit, c'est très, très facile à installer. Que vous dire donc notre réseau Adosexo, donc nous sommes sur une vingtaine de départements en 4 ans. Donc sur la province, on travaille avec des institutions, des partenaires qui, eux, souhaitent installer une permanence. Et donc nous les formons pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans, pour qu'ils prennent le relais. Et voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on travaille. Tu voulais peut-être rajouter des choses avant que je revienne sur... Je voulais juste me permettre, maintenant que vous avez un aperçu de ce qu'on fait, juste de compléter les propos de Stéphanie Karadec, avec lesquels on est pour, je pense, dans les grandes lignes d'accord. Au niveau des chiffres, nous avons une véritable inquiétude parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous demande souvent. Avez-vous des chiffres ? Alors on est là, outre le fait qu'on n'a pas forcément toujours les moyens de pouvoir développer des chiffres, de pouvoir financer des études et qu'on vous renvoie peut-être parfois cette charge. Il m'apparaît, en tout cas il nous apparaît au sein de la CPE complètement illusoire de vouloir avoir des chiffres précis dans la mesure où tout le transfert, enfin une grande partie de l'exploitation sexuelle des mineurs, et j'utilise le mot exploitation sexuelle de façon très réfléchie, est transféré dans le numérique, et dans le numérique, entre le darknet, le clearnet, c'est-à-dire ce qui est accessible au tout venant, ce qui ne l'est pas, des profils qui vont représenter en fait une quinzaine de victimes, adultes comme enfants d'ailleurs, où on ne va pas savoir si elles sont mineures ou pas, avec ce côté extrêmement volatile et éphémère d'une annonce qui va apparaître puis disparaître. On le voit même avec en fait, toute la médiatisation autour de l'affaire Coco a bien montré. Coco est une structure très phare, en fait. Mais le problème, c'est que Coco, ce n'est qu'un exemple de site parmi des dizaines, des centaines, dans le ClearNet, donc ce qui est très accessible, et dans le dark web, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Ça ne nous permet pas, en fait, d'avoir des chiffres précis. Ça ne sera toujours qu'une estimation basse. La seule étude que nous, on avait pu développer il y a quelques années avait été uniquement basée sur des chiffres relevant de dossiers de la protection de l'enfance. Ce qui me conduit au deuxième point, j'entends parfaitement la nécessité
de ne pas oublier qu'un adulte victime a été, dans la plupart des cas, un mineur victime, et c'est important parce qu'effectivement, l'accompagnement se fait sur le long terme. Là-dessus, on se rejoint complètement. Il y a une continuité, il y a quelque chose de très important. En revanche, nous, on insiste sur une chose, c'est que les enfants, la différence avec les mineurs, ce n'est pas qu'une question de statut juridique. Il s'agit d'une réalité qui a été notamment consacrée par la loi Billon, même au niveau des relations sexuelles, sans même parler d'exploitation, une réalité d'une immaturité cognitive et affective qui n'est pas la même à chaque âge et qui nous impose à tous d'avoir un accompagnement qui soit sur mesure. On est obligé vraiment de pouvoir s'adapter à l'évolution cognitive et affective de chaque mineur. Et après, bien évidemment, à son parcours, à ce qu'il a vécu comme traumas initiaux, parce qu'il y en a dans la plupart des cas. Bien évidemment, il y aura des facteurs de vulnérabilité qui vont être inscrits dans des traumatismes, mais le premier facteur de vulnérabilité, c'est véritablement la minorité. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous très important. Vous parliez des grands oubliés de nos politiques publiques. Vous avez souligné avec justesse l'existence d'un plan de lutte contre la prostitution des mineurs qui a eu lieu quelques années. Ce plan n'a pas été reconduit. Il y a des sous-parties dans des plans plus globaux. Nous, on le regrette. Alors, on est content que ce soit souligné dans sous-parties, bien sûr. On est content que ce soit un sujet maintenant suffisamment important pour que tous les ministères s'en emparent, et on insiste sur l'importance de l'interministériel. Ça, c'est une évidence. Et on insiste aussi sur le fait que dans beaucoup de situations, il faut pouvoir s'emparer du sujet en prenant en compte à la fois les mineurs et les adultes. Mais on n'a plus la place dédiée qu'il y avait avant aux mineurs qui nous permettait cette justesse de l'accompagnement, cette justesse de mesure haute couture, entre guillemets, hein, mais vraiment cette idée de pouvoir s'adapter vraiment à leur profil très particulier. Voilà, on nous parle maintenant de la création d'un haut commissariat à l'enfance. On attend de voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que pour nous, ce n'est pas un sujet qui doit totalement s'éloigner de la protection de l'enfance, avant tout. Merci beaucoup. Je vais proposer... Attendez, juste un instant, s'il vous plaît. Je vais proposer à mes collègues de me signaler ceux qui veulent poser des questions, qu'on puisse après organiser. Et très rapidement, je vous laisserai intervenir, mais après, on va passer aux questions de nos collègues, qu'on ait le temps aussi de leur laisser poser des questions. Tout à fait. Sur la question de l'âge, effectivement, ce qui est compliqué, vous avez dit, quelles sont les solutions qu'on peut proposer dès lors qu'ils décident d'arrêter et de sortir de la prostitution. Le problème, c'est que pour avoir envie de sortir de la prostitution, il faut effectivement une capacité cognitive qui apparaît quand même surtout après 16 ans, et même, je dirais même plutôt après 17 ans. Et donc, pour les plus jeunes, c'est-à-dire les moins de 16 ans, l'accompagnement est beaucoup plus compliqué parce qu'ils se disent consentants et ils se disent heureux de vivre ce qu'ils vivent. Alors évidemment, quand on les accompagne, notre travail, c'est justement de les faire évoluer par rapport à ça. Mais de fait, ce n'est pas eux qui viennent nous dire « j'ai envie de sortir de la condition que j'ai actuellement ». Donc il faut aller chercher ça, il faut aller travailler sur la motivation. Et c'est pour ça que le travail aussi avec les parents, il va être évidemment intéressant. Merci beaucoup. Alors j'ai M. Masseglia qui a demandé à prendre la parole dans un premier temps, ou M. Vogetta, l'un ou l'autre le premier. C'est vous. Allez-y. On devine quoi, sans doute avoir des prises de parole complémentaires. Moi, je tenais en particulier, Stéphane Vogetta, député des Français de l'étranger, co-rapporteur de la loi influenceur, donc très intéressé par ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et en particulier, je voulais revenir sur le sujet des plateformes, ce que j'appelle de pornographie à la demande, type OnlyFans, Mime, etc., qui, depuis quelques années, génèrent des revenus considérables pour les plateformes, mais aussi pour les créateurs et créatrices de contenu, entre guillemets, qui, finalement, c'est un modèle qui, la plupart du temps, se résume à de la pornographie sur demande. Où des clients, des consommateurs, en échange d'une rétribution, demandent au modèle de tel ou tel type de photos ou de vidéos, et parfois leur demandent de procéder à des actes sexuels, parfois avec des partenaires. Donc, et c'est quelque chose qui, on le sait, c'est avéré, parfois passe de la
prostitution à la demande virtuelle, la prostitution réelle, dans le monde réel. Il y a notamment une activité, moi, qui me préoccupe particulièrement, et je ne suis pas le seul, c'est celle de l'activité de manager OnlyFans, à savoir ces personnes qui se comportent comme des rabatteurs, en fait, qui cherchent sur les réseaux des jeunes femmes ou des jeunes hommes à qui proposer d'ouvrir des comptes OnlyFans, les aider à gagner de l'audience, à générer du revenu, en échange bien évidemment d'un partage de ces gains, et qui ont tendance à monnayer ces portefeuilles de modèles comme s'il s'agissait de bétail, hein, on va dire ça comme ça. Et donc, ce que j'avais tenté de faire à l'époque du projet de loi SREN sur la sécurité et la régulation de l'environnement numérique, il y a 1 an, c'était d'introduire des amendements pour mieux réguler la promotion de comptes OnlyFans de la part de ces managers OnlyFans, mais aussi modifier la définition du proxénétisme pour y inclure la promotion, y faire rentrer la promotion de ces activités de pornographie à la demande en ligne, sachant qu'il est très difficile derrière de prouver qu'à part la pornographie en ligne, il peut y avoir de la pornographie, de la prostitution virtuelle. Ça n'avait pas été suivi de succès, mais je voulais vous demander si vous aviez une réflexion sur le sujet de ces plateformes spécifiques et ce que vous pensiez notamment d'attaquer par l'angle du proxénétisme 2.0. Merci beaucoup. Allez-y, M. Masséglia. Merci Madame la Présidente. Déjà, un grand merci aux différentes personnes qui sont intervenues. Pour la qualité de vos propos, mais également pour tout ce que vous faites au quotidien qui est ô combien important dans une société où, et vous l'avez dit, le numérique permet de faire des choses qui, il y a quelques années, n'étaient pas le cas. Le numérique a aussi des points positifs, il ne faut pas non plus être stigmatisant, mais sur ce point-là, c'est vrai qu'être derrière un écran permet de passer le cap, alors qu'à l'avant, on n'aurait pas passé le cap. Et je pense que c'est un sujet qui est ô combien important. Je regrette d'ailleurs que l'Assemblée nationale n'ait pas de commission liée au numérique, mais bon, ceci n'est pas le sens de ma question. J'ai entendu que vous n'avez pas forcément des chiffres par rapport à la prostitution des mineurs, mais néanmoins, je vais quand même vous poser la question, sait-on jamais, est-ce que vous avez pu mesurer l'évolution de cette pratique-là avec l'arrivée du numérique ? J'imagine qu'elle est croissante, mais est-ce que vous avez éventuellement des chiffres à nous donner ? Et mon autre question, elle va être sur le cadre législatif et sur les accompagnements qui sont faits. Première question, est-ce que selon vous, il faudrait, pour pouvoir répondre à cette transformation de cette pédophilie, parce que je pense qu'il faut l'appeler en tant que telle, est-ce que selon vous, il y aurait des cadres législatifs, surtout sur l'usage du numérique ? Et là, je rejoins mon collègue, Monsieur Vogetta. Et dans ce contexte, est-ce qu'il faudrait, selon vous, qu'il y ait au niveau de l'administration une sorte de guichet unique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais du moins des administrations qui soient spécialement créées ou transformées ou adaptées pour répondre à cette problématique-là, parce qu'il me semble que parfois l'administration va moins vite que les usages des consommateurs. Non, c'est pas des consommateurs, j'aime pas le mot, mais de ces délinquants. Merci beaucoup, Monsieur Arenas. Merci, Madame la Présidente. Évidemment, les outils digitaux et numériques qui nous envahissent n'ont pas empêché, ils ont accéléré peut-être, ou rendu plus visible aussi la question de la prostitution des mineurs, la pédophilie, comme vous le disiez. Donc j'irai pas sur ce champ-là. J'irai plutôt sur le champ, comme l'a d'ailleurs dénoncé Lies Loufoque dans toute son action. Comment est-il possible, d'après vous, qu'encore aujourd'hui, dans les institutions qui sont du domaine de l'État, du service public, cette prostitution continue, peut-être facilitée par le numérique, certainement, par les téléphones portables, c'est une évidence, mais pour autant, comment se fait-il, d'après vous, et quels seraient les moyens à mettre en œuvre pour qu'au moins, où la puissance publique est en charge de ces mineurs, ça cesse, que les responsables soient sous le coup de la loi qui existe, et d'une certaine façon faire en sorte que la puissance publique devienne un refuge pour ces enfants, puisque il est une évidence aussi de lier le trafic sexuel sur les autres trafics, et que souvent ce sont les mêmes acteurs et organisateurs qui sont liés. Je ne vais pas vous faire ici
le lien entre la pauvreté et la prostitution, qui est aussi un angle qu'on peut avoir. Mon angle et celui de Jeanne Ferreira, c'est comment déjà pouvons-nous agir pour que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités, pour qu'ils redeviennent cette arche de Noé finalement dont tous les enfants devraient avoir besoin pour pouvoir le faire. J'ai en mémoire aussi des exemples qui parfois ont défrayé la chronique, où cette prostitution parfois s'exerce même dans les enceintes scolaires et à des âges qui sont plus que surprenants, puisque je parle ici d'élèves de primaire. Donc voilà, c'est ces questions-là que je voulais vous poser et faire appel à vos lumières. Je vous remercie. Merci beaucoup. Dans l'ordre de M. Bonnet. Oui, bonjour, Arnaud Bonnet, député de Seine-et-Marne. Merci à vous, mesdames, de votre présence. Alors, plusieurs choses. Comme enseignant en collège, j'ai vécu la même chose, moi, avec des élèves de 6e, 5e. Donc, très clairement, pour les gens qui nous regardent aussi, on pourrait parler de préadolescence, mais clairement, ce sont des enfants. Quel que soit d'ailleurs les adolescents qui sont aussi dans la minorité. Il y a plusieurs choses en fait qui m'interpellent à la fois dans votre témoignage et puis dans le témoignage que j'ai eu aussi à l'instant dans la commission de l'enquête ASE qui avait lieu bien un peu avant. On a la promotion des modèles par les réseaux sociaux qui vendent quelque chose aussi à nos enfants. Je pense que dans notre réflexion, nous, au niveau de la législation, on va quand même avoir ça par rapport à la contention de ces réseaux sociaux vis-à-vis de nos enfants. Également, ce qui m'a interpellé, et j'ai pensé tout de suite, c'est l'utilisation finalement de ce qu'on retrouve dans les sciences sociales pour appâter les gens et les rendre captifs. Et donc une professionnalisation du proxénétisme des mineurs finalement, de plus en plus, avec l'utilisation de protocoles qui sont mis en place pour que l'entreprise fonctionne le mieux possible. Moi, c'est vraiment un parallèle que je retrouve. Et j'ai remarqué, moi, dans ma pratique professionnelle, une diminution de l'âge de plus en plus importante. Est-ce que vous également, vous remarquez ça? Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Collin-Sterlet. Pardon, oui, Nathalie Collin-Sterlet, députée de Moselle, pardon. Oui, moi j'avais une question assez simple. D'abord, vous remercier évidemment pour vos témoignages et pour votre action au quotidien. Une question assez simple, vous parliez du passé traumatique. Dans la majorité des cas, vous disiez qu'il y avait un passé traumatique, des victimes de harcèlement scolaire, de violences intrafamiliales, d'inceste. Lorsque ces situations sont connues, quels sont les moyens de prévention, si je puis dire, qui sont mis en œuvre? Existe-t-il? Quel est le suivi concret qui est fait donc de ces enfants qui ont effectivement qui vivent des traumatismes terribles? Merci. J'ai Madame Bourrois. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de votre présence aujourd'hui à cette table ronde et peut-être aussi apporter moi mon témoignage. Je suis aussi enseignante, je suis députée de Seine-Saint-Denis en lycée professionnel et lycée général et technologique, et comme beaucoup d'entre nous, on a identifié des choses qui se passaient au sein de l'établissement qui posent question, des relations sexuelles tarifées, et souvent les jeunes filles, parce que c'était souvent des jeunes filles, n'avaient pas conscience que c'était de la prostitution. Alors, c'est vrai que je vis dans un département, Seine-Saint-Denis, où voilà, un département où il y a beaucoup de précarité. Donc, moi, j'ai souvent fait le lien. C'était souvent en discutant avec les élèves, c'était surtout pour pouvoir se payer un sac à main, des chaussures. Voilà, ils n'y voyaient pas de mal. Moi, c'est donc un sujet qui me préoccupe vraiment, parce que je le constate aussi aux portes de Paris, portes d'Aubervilliers, la prostitution des Africaines, des Chinoises, c'est pas que. Alors, ça touche la Seine-Saint-Denis, j'ai l'impression que c'est peut-être le seul département où il y a plus de prostitution visuelle, pas trop numérique. Alors, peut-être que on n'a pas les chiffres. On n'a pas les chiffres. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. J'étais, avant d'être dans la délégation des droits des enfants, j'étais à la délégation des droits des femmes, et j'avais aussi demandé commission d'enquête, une commission d'information. Donc je la demande depuis 2020. C'est pour ça que je me félicite qu'au sein de cette délégation, on va aller vers plusieurs tables rondes. Bon, il y aurait des tas de questions à vous poser. Moi, j'ai plus envie de vous dire, comme vous êtes des professionnels, est-ce que c'est plutôt à vous, qui êtes sur le terrain, de nous orienter? Vous êtes à même, parce que vous connaissez encore mieux que nous le sujet, sur la détection, sur la prévention, sur
comment encadrer les plateformes numériques, sur la répression. Vous parliez tout à l'heure de répression des clients sur les réseaux, sur le rôle des familles, mais aussi sur le rôle de la communauté éducative. Est-ce qu'il faut former les enseignants pour voilà, et peut-être aussi pour ma dernière question sur est-ce qu'on n'a pas d'exemples de modèles internationaux qui ont expérimenté qu'on pourrait peut-être mettre en place en France? Voilà, je vous remercie. J'ai une dernière question, Madame Dubré-Chirat, et après on vous donne la parole pour répondre à tout ça. Ah. Merci Madame la Présidente. J'aurais une question assez courte. Je viens de finir une mission sur les urgences psychiatriques et dans ce cadre-là, on a pu aller en déplacement dans des foyers de l'aide sociale à l'enfance qui nous ont largement alertés sur la sollicitation des mineurs, filles et garçons, par la voie d'Internet et qui sont très inquiets par rapport à cette augmentation massive sous, oui, effectivement, pour des cadeaux de moindre importance au départ, mais qu'on fidélise justement assez facilement par ce biais-là. Donc, effectivement, on a un sujet avec parce que des enfants fragilisés dans ces secteurs-là. Donc, comment est-ce qu'on peut intervenir mieux et en amont, faire de la prévention? Et la deuxième chose, c'est qu'on est aussi interpellé par la prostitution entre mineurs dans les établissements, qui là aussi est en train de commencer à s'étendre par une espèce de banalisation, le fait de passer là aussi par Internet, de faire des photos, de les mettre sur les réseaux ou de les diffuser largement, font que ça devient quand même un problème majeur. Donc je ne sais pas si vous avez les mêmes remontées, et là aussi, comment on peut essayer de faire de l'information là. Alors c'est vrai que les enseignants, on leur demande beaucoup de choses. Je pense aussi qu'il y a les infirmières scolaires qu'on peut solliciter pour aussi avoir un regard plus acéré sur ce problème-là. Merci beaucoup. J'ajoute juste une petite question subsidiaire. Il y a la commission départementale de lutte contre la prostitution qui existe dans les départements. Quel est votre sentiment sur ces commissions? Voilà. Je vous laisse répondre. Qui prend... Allez-y. Rapidement, peut-être pour répondre juste à ce que vous venez de dire, parce que voilà, on sort d'une séquence il n'y a pas si longtemps. En ce qui concerne la formation, et notamment dans les établissements scolaires, c'est vrai qu'on demande beaucoup aux enseignants. C'est un petit peu compliqué de vouloir prétendre former tous les enseignantes et les enseignants pour qu'ils soient vigilants et qu'ils aient... mais en revanche, dans le département dans lequel je suis, on a été sollicité pour former l'ensemble des infirmières scolaires, assistantes sociales scolaires et psychologues scolaires du département. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et on a pu constater très vite le changement que ça avait provoqué. Alors le changement pour nous, c'est-à-dire beaucoup de sollicitations. Donc évidemment, il faut pouvoir voilà, il faut être en capacité derrière de pouvoir agir. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est que ça a permis, et c'est ce que nous ont dit les professionnels suite à cela et qui nous ont sollicité, ça a permis d'une part de mieux détecter, d'être, comme ils nous ont dit, on avait le regard un peu plus affûté et on a été en capacité de voir qu'il y avait chez certaines, alors beaucoup des jeunes filles, des petites choses qui nous ont questionnées. Et ensuite, ça nous a aussi donné des outils pour être à l'aise pour aborder la question. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir quelques questionnements, quelques doutes, mais on ne sait pas comment on va parler de ça. Comment on va voir une jeune de 13 ans et puis on lui dit... Ben dis donc, tu ne serais pas dans la prostitution par hasard? C'est pas possible, évidemment. Donc, comment on amène les choses, sachant que tout ce que vous avez dit, vous êtes plusieurs à l'avoir mentionné, mais tout à fait juste. Ce sont des jeunes qui ne se reconnaissent pas comme étant dans la prostitution pour peu qu'elle ou il sache vraiment d'ailleurs ce que ça veut dire. Donc c'est ça, vraiment, on a vu la différence. Donc, effectivement, en termes de formation, enfin, nous, on a un volet vraiment d'action de formation en direction des professionnels qui est très, très important. Mais je pense que dans le cadre en tout cas, de l'environnement scolaire, c'est vrai que
tout ce qui est formation de manière très générale des infirmières scolaires ou infirmiers scolaires, assistants sociaux et psychologues, je pense que c'est vraiment un levier qui est extrêmement important et dont on peut vraiment mesurer l'efficacité. C'est ça, parce que parfois, quand on forme, voilà, on ne sait pas. Mais là, de manière très directe, on a pu mesurer l'impact que cela avait eu. Et juste parce que je suis sur la formation, après je te laisse, voilà, dire qu'effectivement, aujourd'hui, on voit quand même à quel point c'est une préoccupation, puisque au Mouvement d'Uni, donc on est certifié, organisme de formation, on forme depuis de nombreuses années l'ensemble des actrices et acteurs sociaux au sens très large, y compris la police, la justice. Aujourd'hui, l'énorme majorité de demandes de formation que nous avons portent sur la prostitution des mineurs. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus large et plus réparti. Mais aujourd'hui, c'est la majorité des demandes. Voilà, je te laisse. Pour compléter, je sais pas tout. Pour compléter, donc effectivement, c'est 60% de nos demandes de formation, c'est 1000 personnes qui sont formées chaque année par le Mouvement d'Uni, là, de façon assez constante depuis 2021. Et avant ça, on avait un petit peu moins de formation, mais là, c'est assez important. Donc, sur de nombreux territoires, y compris là où on n'est pas présent. Donc, c'est les personnes qui nous demandent de la formation sur la prostitution des mineurs. 80% d'entre eux n'avaient jamais entendu parler de prostitution dans leur formation initiale ou continue. On parle quand même en majorité, donc là, on forme beaucoup en éducation nationale, mais c'est essentiellement assistantes sociales, infirmières. On forme énormément de travailleurs sociaux, notamment éducateurs, éducatrices spécialisées. Donc on est quand même sur des personnes qui ont une formation pour accompagner des enfants vulnérables. Ils n'en ont jamais entendu parler. Donc ça, c'est vraiment problématique. Et donc ça, c'est dans les recommandations, évidemment, et comme toujours, la question de la formation des professionnels, elle est essentielle. Et comme les professionnels se forment davantage, il y a une espèce de cercle vertueux, mais qui du coup nous fait peur aussi, c'est-à-dire qu'ils vont davantage repérer de situations et en signaler. Et c'est là où je rebondis sur les commissions départementales de lutte contre la prostitution. Quand on forme sur tout un département, donc c'était le cas dans le Val-de-Marne, c'est le cas dans d'autres départements, je pense à un autre département où on a formé toutes les assistantes sociales du département, elles nous disent, de l'éducation nationale, elles nous disent, donc maintenant on fait les signalements. Sauf que il faut qu'ils soient pris, ces signalements. Que derrière, on a des équipes de protection des mineurs, de brigades de protection des mineurs, qui voient une augmentation, mais exponentielle, du nombre de signalements et de situations réelles, et il faut les gérer, sauf qu'ils vont être 4 pour le département. Ils ne peuvent pas gérer. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des commissions départementales de lutte contre la prostitution qui existaient déjà pour les majeurs, qui depuis 2019 traitaient, nous on avait fait une étude en 2019, déjà la moitié des commissions dans lesquelles nous on siégeait, traitaient déjà de la prostitution des mineurs. C'était devenu évident en fait. Enfin, quand on met ce sujet-là dans le cadre des politiques publiques, qu'on met en préfecture tous les acteurs autour de la table, en fait ce sujet a émergé parce qu'il existait déjà. Ça a augmenté. Mais du coup, ça augmente. Il faut que tout le monde se concerte et que tout le monde fonctionne dans une même direction avec des politiques publiques qui sont cadrées. Donc ça, si ça fonctionne au niveau départemental, c'est déjà bien. Il y a des départements qui sont exemplaires. Madame de la Moselle, vous avez un département vraiment qui se donne les moyens d'agir, qui forme 60 personnes de l'ASE chaque année depuis des années, qui met en place des choses. Enfin, vraiment, il y a des départements comme ça qui se donnent vraiment les moyens. Le problème, c'est que c'est bien si ça marche au niveau départemental. Après, on a un problème de pilotage national. Vous nous demandiez est-ce qu'il faut un service dédié sur le sujet de la prostitution des mineurs. Moi, je ne crois pas qu'il faut un service dédié. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de services qui soient dotés de personnes qui s'intéressent au sujet des violences sexuelles sur les mineurs, parmi lesquelles la prostitution. Et dans le cadre de la protection de l'enfance, en premier lieu, ça on se rejoint absolument, il faut que c'est un sujet qui croise la question des violences sexuelles et de la protection de l'enfance. Mais en fait, il faut que ce soit pris par la protection de l'enfance, avec la problématique de la décentralisation et un cadre de politique publique qui est hyper difficile à poser. Il y a avec le plan de lutte plan de lutte contre les prostitutions des mineurs d'Adrien Taquet, qu'avait promu Adrien Taquet, des fonds, comme on n'en avait jamais vu sur le sujet de la prostitution, qui sont arrivés pour financer des projets dans les départements, donc collectivités territoriales, et côté associatif. Mais avec quel cadre de politique publique ? On avait un appel à projet, on pouvait donc remplir si vous faisiez la formation, la prévention, l'accompagnement. Mais quelle est la définition, quel est le cadre que se donne l'État ?
On a des associations qui ont pu répondre, qui sont sur de la réduction des risques, qui ont initié des projets d'échange de groupes de parole entre des mineurs en situation de prostitution et des travailleuses et travailleurs du sexe. Donc je mets des guillemets parce que c'est pas un travail en France. Et donc on fait rencontrer des personnes qui se considèrent comme travailleuses du sexe ou travailleurs du sexe avec des mineurs en situation de prostitution. En fait, il y a les règles, sur le travail avec des mineurs victimes de violences sexuelles, elles sont très claires. On ne va pas banaliser la violence, on va essayer de renverser la stratégie de l'agresseur. Pour celles et ceux qui ont pu lire les recommandations de la Ciivise et les travaux de la Ciivise, c'est assez clair, quoi. Là, en fait, on leur dit, c'est OK, juste interdit jusqu'à 18 ans. Mais après, voilà, on va te donner des conseils pour que tu sois le moins victime de violence dans cette histoire. En fait, on a vraiment besoin d'un pilotage national avec un cadre qui dit la prostitution des mineurs, c'est une violence sexuelle faite aux mineurs et les mineurs doivent être accompagnés comme tels. Après, est-ce qu'il faut un dispositif spécifique pour les mineurs en situation de prostitution ? Moi, je ne crois pas. En fait, chaque situation est différente. Ils ont un parcours, on ne tombe pas dans la prostitution comme on loupe une marche. Il y a chaque fois des parcours qui sont différents. Et en fait, il faut prendre... La prostitution, c'est une violence extrême, mais c'est un symptôme d'une situation plus globale. Et donc, il faut individualiser la réponse. Il y a des mineurs qui vont avoir été victimes de viols dans le cadre familial. Ce n'est pas la même chose qu'un enfant qui a été victime de harcèlement scolaire. Ce n'est pas une gradation, quoi. C'est juste, c'est pas la même... En fait, la réponse éducative et thérapeutique, elle ne va pas être la même. Donc, la prostitution, elle a des causes et des conséquences qui vont être importantes et qu'il faut traiter en soi. Mais en fait, il faut avoir une réponse individuelle et globale. La protection de l'enfance, les éducateurs, en fait, savent faire ça. Mais ils sont démunis face à la question de la prostitution parce qu'ils ne sont pas formés et ils ne sont surtout pas aidés et appuyés dans leur réponse éducative. Quand vous avez un juge des enfants qui n'est pas en mesure d'ordonner un placement rapide, en fait, la mesure éducative qui est donnée par l'éducateur, elle est bloquée. C'est vraiment toute la chaîne. Mais bon, voilà, vous êtes les mieux placés pour savoir ça. On a un vrai problème de moyens et d'organisation côté protection de l'enfance pour permettre un accompagnement de ces jeunes qui sont victimes de prostitution, mais pas que. Je ne sais pas s'il nous reste 5 minutes ou un peu plus. Voilà. Donc, dire effectivement sur ces commissions, puisque vous en parliez, c'est vrai que nous, on déplore quand même énormément que ces commissions qui ont été bâties effectivement en 2017 suite à la loi de 2016 sur le parcours de sortie de la prostitution, ils ont été effectivement mis en place pour traiter le parcours de sortie de la prostitution pour les majeurs. Et donc, par exemple, nous n'y avons pas accès. Nous sommes une association, effectivement, qui travaillons depuis longtemps sur la spécificité de la prostitution des mineurs. Et là, je ne parle pas du système prostitutionnel, mais de l'accompagnement qui ne peut pas être le même que celui des adultes. Et donc, effectivement, nous réclamons d'avoir une voix dans ces commissions, puisque c'est là où, effectivement, sur des départements, il y a de fait des choses qui vont se régler. Donc, effectivement, sur l'accès et la participation, l'écoute des acteurs de terrain, je pense que les associations qui connaissent bien et qui travaillent avec les mineurs ne sont pas suffisamment, aujourd'hui, n'ont pas un accès suffisant à ces commissions. Donc, voilà. Et puis, je ne peux pas tout reprendre, mais sur la formation, on a beaucoup parlé donc, du collège. Nous avons aussi quelques permanences dans certains collèges qui sont particulièrement touchés parce que ça nous permet de voir donc, et de suivre dans des interventions brèves des élèves qui ont déjà des problématiques. On n'en a pas du tout parlé là, mais par exemple des élèves qui peuvent avoir 10 ans et demi, qui arrivent au collège et qui sont déjà avec des addictions au porno, évidemment, qui vont avoir, ce sont aussi des traumatismes. Il n'y a pas forcément eu d'inceste dans la famille, mais effectivement, le porno et les réseaux sociaux, ce sont des traumatismes sévères aussi, qui vont impacter sur leur fragilité. Et de fait, les prédateurs qui ont des vigiles un peu dans les collèges vont les repérer. Il y aurait beaucoup à dire sur les solutions, et on en aurait, et aussi sur peut-être des choses sur des législations, des choses à tester pour essayer de travailler sur cette impunité croissante des clients
et des proxénètes. Ce jeune garçon de 14 ans qui écrit un peu dans tout son réseau « Je cherche des meufs pour bosser pour moi », c'est bien qu'effectivement, on est dans un sentiment d'impunité qui terrifie. Moi, voilà, ça me terrifie. Donc, comment travailler pour que le mot proxénète, pour certains, n'apparaisse plus comme pour dealer, quelque chose dont on est fier. Donc, il y a des choses qu'on aimerait pouvoir proposer. Voilà. Et puis, pour les mineurs qui sont victimes et auteurs, peut-être aussi des modules comme on a en toxicomanie pour l'injonction thérapeutique. Enfin bref, on a pas mal d'idées, mais de fait, je crois que là, on n'aura pas le temps de pouvoir en évoquer. Oui, par exemple, pour ces victimes et auteurs, effectivement, je pense que pour beaucoup de mineurs qui sont sous l'emprise d'un réseau, alors emprise affective pour certains, mais emprise aussi parce que peur de la sanction, emprise parce que produit, et bien de fait, quand ils deviennent auteurs, la justice peut avoir enfin une possibilité de lui imposer un suivi. Et pour certaines, je l'ai vu, c'était aussi l'occasion de pouvoir dire aux proxénètes, écoutez, là, je vous conseille effectivement de ne plus me mettre la pression parce que je suis observée, je suis sous le coup d'une enquête et donc ils vont remonter sur vous. Donc c'est une occasion, comme la grossesse pour certaines peut l'être, de dire là j'arrête et laissez-moi, voilà. Alors que sinon elle n'y arrive pas. Voilà, c'est une des possibilités. Et puis sur le terme, parce que beaucoup de ces proxénètes sont aussi des pédoporno, enfin ils sont aussi dans la pédopornographie puisqu'ils publient des photos. Et ça, pour quelqu'un qui est détenu en prison, c'est beaucoup plus mal vu parce que ça flirte avec le viol. Et là, évidemment, le traitement par les autres n'est pas le même qu'une aura quand même assez positive quand il se présente comme proxénète. Je vais essayer de parler du numérique dans les quelques minutes qui nous restent. Ok, parce que c'est vrai que c'est un petit peu un sujet important. Voilà. Je vais juste reprendre rapidement le dernier point que Hélène mentionnait. Il y a une confusion qui est faite même au niveau des politiques, qu'on entend très régulièrement sur la prostitution. C'est autorisé. Non, pas du tout. Non. Alors déjà, pour commencer, c'est dépénalisé, mais uniquement. C'est le racolage qui a été dépénalisé uniquement pour les adultes, mais la prostitution est pénalisée pour les mineurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas bien à se mettre en tête. Pénalisé, non sanctionné. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction de la prostitution des mineurs dans le code pénal depuis 2002. Et c'est juste qu'il n'y a pas de sanction, mais qu'il y a une obligation de mesure de protection par le juge des enfants. On considère qu'un enfant en situation de prostitution est automatiquement en danger et donc automatiquement doit être suivi par un juge des enfants et être protégé. Et donc placé sous la protection du juge avec les mesures appropriées, éducatives appropriées. Déjà, il y a un axe qui est peut-être pas assez travaillé de ce point de vue-là. Il y a une confusion qui va être faite avec 2016. Il y a une confusion qui va être faite. Même nous, on se constitue souvent partie civile. On a des enquêteurs interrogés par le président du tribunal qui leur dit « Mais attendez, je ne comprends pas. Ça fait une semaine qu'on débat pour savoir si oui ou non le proxénète aurait aussi violé la victime. Mais les 40 cocos qu'on a eu là, vous avez les fadettes. Vous avez donc le regroupement téléphonique de savoir les 40 auteurs qui sont venus donc demander des services qui sont donc en fait des auteurs de viol. Ils sont où ? Ah non, mais si c'est pour un stage de... Non. Alors, on va remettre les choses dans l'ordre. Les stages, c'est pour les auteurs de recours à la prostitution de majeurs. Les mineurs, on est malheureusement toujours dans des qualifications qui vont être retenues, qui vont être celles de recours à la prostitution de mineurs, moins de 15 ans ou entre 15 et 18, avec des peines qui vont de 5 à 10 ans de prison.
Sauf que systématiquement, je ne comprends pas, moi, la loi Billon, elle est où, là? Quand on nous dit qu'un adulte qui a une relation sexuelle avec un enfant de moins de 15 ans, il est poursuivi pour viol parce que le consentement ne peut pas être retenu, mais qu'en revanche, s'il lui a donné de l'argent, il ne va plus être poursuivi pour viol, il va être poursuivi pour des peines qui sont seulement de 10 ans. Donc déjà, bon, voilà. Avec ce qui existe déjà, il y a un problème d'application qui est quand même important. On parlait d'impunité. Impunité, ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie vraiment au numérique. Récemment, on était encore dans un procès. Je vous le donne en mille. Comment est-ce que le client, j'aime pas le mot client, hein, mais bon, voilà, le pédocriminel, et c'est important de parler de pédocriminel et pas de pédophile. Le pédophile n'est pas forcément passé à l'acte. Le pédocriminel, ça implique qu'il soit passé à l'acte. Le pédocriminel a été attrapé parce qu'il a mis un commentaire Google. C'est-à-dire que sous l'annonce de la jeune fille, il a écrit eh bien, je vous la déconseille. Ça se voit, elle a même pas 17. Ça se voyait, elle avait même pas 17 ans. J'y suis quand même allée. Donc alors là, on a tout. On sait qu'il savait qu'elle était mineure, il y allait. Et du coup, comme ça se voit, elle n'a pas assez d'expérience, donc c'était nul. Mais vous vous rendez compte, pour un citoyen français, du sentiment d'impunité qu'il faut avoir pour mettre un commentaire en ligne où littéralement il nous donne tous les éléments constitutifs de l'infraction. Et s'en est sorti avec 2 ans, dont 1 an aménageable et 1 an de sursis. Aménageable, c'est bracelet électronique. Moi aussi, j'ai fait le Covid. Ça veut juste dire qu'il doit rester chez lui. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a quand même un gros problème entre des lois qui existent déjà, qui peuvent être bien construites, qui ne sont pas bien appliquées. Maintenant, le problème du numérique. Le numérique, nous, on le décompose en 2 grands axes par rapport à la prostitution des mineurs. En fait, c'est par rapport à la prostitution tout court, mais là, comme on parle des mineurs, je vais me focaliser dessus. C'est à la fois le support d'infraction et le moyen d'infraction. Le moyen, c'est ce que vous avez tous un peu évoqué, c'est-à-dire que ça va permettre d'ubériser de l'exploitation sexuelle. En 1 heure, moi, je peux mettre une annonce en ligne et puis donner rendez-vous dans un Airbnb. Et voilà. Alors qu'avant, il fallait trouver un coin de trottoir fréquenté, mais pas trop, surtout si on y met des mineurs, et qui ne soit pas déjà territorialisé, sinon tout le monde disparaît. Enfin, autant vous dire qu'il y a une facilitation de l'exploitation sexuelle qui a naturellement donné lieu à beaucoup plus malheureusement de cas. Et la glamourisation, c'est aussi ce côté où, vous l'avez bien dit, avec OnlyFans, on va avoir énormément de conduites prostitutionnelles qui vont être glamourisées, prendre des photos de pieds, vendre l'eau de son bain, se mettre en scène de façon dénudée ou se masturber devant une webcam pour parler crûment. Tout ça, toutes ces formes d'exploitation qui peuvent être d'exploitation de mineurs, ne tombe pas sous la définition jurisprudentielle de la prostitution qui impose un contact physique en fait. Donc on a une loi qui n'est pas adaptée à une évolution numérique et cette évolution numérique, elle va 2 fois plus vite que la musique législative. Il y a quelques infractions qui sont super bien travaillées et très intelligentes comme la pédopornographie à travers ce mot de représentation. On va pouvoir mettre tout ce qui va être image, dessin, mais donc composition à l'aide d'intelligence artificielle, deepfake. Mais malheureusement, au-delà de ça, on a donc le numérique qui est le support d'infractions qui sont créées. Il y a une surlégifération parce qu'on va à chaque fois qu'il y a une nouvelle forme d'infraction dans le numérique qui va être aussi riche que l'imagination humaine, on va se dire qu'il faut créer une nouvelle infraction qui va punir cet acte-là sans pouvoir se projeter vers où le numérique nous amène. Donc le problème c'est qu'on a vraiment ce côté où maintenant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retravaille la définition de la prostitution pour que ce soit adapté aussi à des pratiques en ligne? Est-ce qu'on va parler d'une infraction un peu plus parapluie avec quelque chose d'exploitation sexuelle tout en laissant la prostitution liée au numérique? Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il y a eu une évolution très récente et qui est très intéressante pour nous tous.
on se bat depuis longtemps pour la fermeture du site Coco. C'est un exemple. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est un exemple qu'on utilisait énormément en formation. C'est un exemple qui a été très médiatisé récemment, notamment avec l'affaire Mazan. C'est un exemple qui a été médiatisé lors de sa fermeture en juin dernier. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on va nous dire, le proxénétisme, c'est une infraction qui est pratique et paresseuse. Pourquoi? Parce qu'il est très très facile de la retenir. Un proxénète, c'est quelqu'un qui permet, d'une façon ou d'une autre, de quelque moyens que ce soit, l'existence d'une situation de prostitution. Il n'a pas besoin d'avoir de contrepartie. C'est quelqu'un qui va prêter sa voiture pour transporter une personne en situation de prostitution, qui va prêter un logement, juste sa carte bleue, pour qu'on puisse réserver un logement. Enfin, voilà, il y a tout un... Bien évidemment, ils vont avoir des peines proportionnelles au rôle qu'ils auront mené. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a la paresse de pouvoir retenir d'autres infractions, comme par exemple la traite des êtres humains, qui ouvre beaucoup plus de moyens d'enquête et qui ouvre une stigmatisation beaucoup plus importante sur les auteurs. Là, ma collègue parlait du fait que proxénète en prison, ça ne donne plus rien. Oui, alors par contre, pédocriminel, ça donne encore quelque chose. Même au niveau de la sensibilisation, parler de pédopornographie auprès des jeunes, eh ben oui, ça donne quelque chose, parce que quand on lui dit « t'as fait partager des nudes de ta copine ?» Enfin, nudes, pour tout le monde, je sais, une image nue. De ta copine, tu as donc été auteur de pédopornographie. Ben oui, tu fais circuler des images d'un enfant nu, parce que légalement, c'est un enfant. Et donc, on a encore un vocabulaire qui impacte très fort les médias. On regrette que voilà, la traite des êtres humains ne soit parfois pas... Elle pourrait être retenue de façon systématique en ce qui concerne les mineurs. Mais pour ça, il faut un proxénète. Qu'est-ce qui se passe quand on a, et c'est une réalité, des mineurs qui vont d'eux-mêmes mettre une annonce en ligne sans qu'il y ait une personne identifiable comme proxénète? Eh bien, il y a cette bonne nouvelle qu'il y a que la semaine dernière, le propriétaire de Coco, qui a été arrêté, a été mis en examen pour proxénétisme. Ça fait longtemps qu'on réclame qu'en fait, d'une façon ou d'une autre, les hébergeurs ou les sites internet, d'une façon, les plateformes puissent être aussi poursuivis pour proxénétisme, a fortiori de mineurs. Que ce soit le serveur, l'hébergeur en ligne, la plateforme, la personne morale, la personne physique, en fait, on s'en fiche. Mais il faut une responsabilisation des plateformes en ligne. Et je pense que c'est là qu'on a un énorme rôle à jouer et que l'État a un énorme rôle à jouer, c'est dans la responsabilisation des plateformes en ligne. Alors, on n'est qu'à une première étape. Hein, la qualification a été retenue, mais la personne n'est pas encore condamnée. Merci. J'ai Madame Kidé qui voulait reprendre rapidement la parole. C'est bon. Rapidement, je voulais juste dire que voilà, je suis membre de la commission violence du HCE, du Haut Conseil à l'égalité, et c'était juste pour vous renvoyer aussi au rapport qui est sorti l'année dernière sur la pornographie, donc la pornocriminalité, puisque le HCE a travaillé pendant une longue année là-dessus, et que dans toutes les recommandations et les préconisations, eh bien, il est cette question de la définition, donc je reviens aussi sur vos questions, mais de la définition du proxénétisme est revenue, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui elle est encore adaptée? Donc je ne vais pas redire... Voilà, mais on avait auditionné notamment, enfin, il y a eu de multiples auditions, évidemment, dans le cadre de ce travail, mais notamment l'OCRET, qui était très favorable aussi à ce qu'on travaille sur cette redéfinition, parce qu'aujourd'hui, en réalité, il faut que quelque chose englobe à la fois, bien sûr, la prostitution, mais aussi tout ce qu'on appelle webcamming, etc. Donc tout ce qui est plus virtuel et qui aujourd'hui ne rentre pas dans le cadre, comme ça a été dit, parce qu'il n'y a pas de contact physique,
et puis qui inclut aussi voilà, la pornographie. En réalité, c'est toute forme d'exploitation sexuelle, finalement. Donc voilà, je voulais juste vous signaler ça, c'est qu'il y a aussi des préconisations qui vont dans ce sens dans le rapport du HCE, et c'est quelque chose, c'est certainement une piste à travailler. Et puis, peut-être juste un dernier petit mot aussi sur ce qui est numérique, mais peut-être que tu peux en parler, c'est qu'il y a aussi le côté un peu plus positif sur lequel on peut intervenir, heureusement. Oui, du coup, bon, on n'a pas beaucoup parlé d'éducation à la sexualité, mais bon, je sais que c'est un sujet sur lequel vous travaillez par ailleurs beaucoup. Donc, l'éducation à la sexualité, évidemment, nous, on est hyper favorable à ce que la loi soit mise en place et de façon très intensive. C'est comme ça qu'on changera notre société. Sans ça, sans moyens vraiment dédiés à ça, on n'y arrivera pas. Nous, en tant qu'association, donc nous, on est agréés par l'Éducation nationale pour intervenir en matière d'éducation à la sexualité. On voit 20 000 jeunes chaque année. Et on a développé un outil numérique qui s'appelle Dans ma banane, donc qui est un outil que les jeunes peuvent mobiliser pour avoir un petit peu une expérience d'éducation à la sexualité sans notre interface, parce qu'on ne peut pas être partout et on ne veut pas être partout. Mais surtout, comme ça, ben, voilà, ils peuvent s'en emparer et puis par eux-mêmes expérimenter l'exposition à ce que peut être la violence et une relation toxique. Donc évidemment, c'est comme un vaccin, hein. On fait un truc qui fait pas mal, mais on les expose très légèrement pour qu'ils puissent, au moment où ils en sont témoins ou victimes, pouvoir avoir de l'empathie envers la victime s'ils en sont témoins, pouvoir identifier la stratégie de l'agresseur et pouvoir demander de l'aide. Et on met évidemment, donc il y a un petit chatbot virtuel, un peu comme un WhatsApp, sur lequel ils sont invités à échanger avec une personne qui s'avère toxique. Et à la fin, c'est aussi un outil d'aller vers et d'autodiagnostic, puisque les jeunes peuvent du coup se dire est-ce que toi ça t'est déjà arrivé? Si c'est le cas, et on renvoie tout de suite vers des numéros nationaux ou d'associations qui ont de larges plages horaires pour pouvoir prendre en charge rapidement le jeune ou la jeune si elle le souhaite. Donc l'éducation à la sexualité, y compris via le numérique, il faut vraiment qu'on puisse s'en emparer et y donner des moyens. Nous, aujourd'hui, par exemple, on n'est pas financé par la DGCS pour les 3 prochaines années sur la lutte contre la prostitution des mineurs en tant que siège national d'association. Hein. Donc, c'est l'Amicale d'Uni, qui est une association qui a des missions mineures partout en France aussi sur la prostitution, n'est pas financée sur son siège national pour ça. C'est aussi par ce genre d'actes-là qu'on ne peut pas nous développer. On a fait cet outil grâce à ces financements-là l'année dernière et l'année d'avant. On ne peut pas mettre en place de campagne pour les faire connaître des jeunes, c'est un peu dommage. Donc voilà, quand je parlais tout à l'heure de comment est-ce que l'État et le cadre des politiques publiques peut avoir un impact sur les territoires, il y a des initiatives associatives qui sont bonnes partout, dans toutes les associations, mais il faut aussi qu'elles soient soutenues dans le temps et pas toujours nous dire vous faites un projet innovant puis après salut. Non, faisons vivre les outils qui sont créés. On a des guides pour les proches, on a des guides diffusés sur la plateforme Eduscol par l'Éducation nationale. En fait, il faut faire vivre aussi les outils qui sont créés. Il y a de l'argent public qui est dépensé pour ça, mais c'est quand même dommage de toujours pas les faire vivre dans le temps et les diffuser, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous pour ces éléments éclairants. N'hésitez pas si, en sortant, vous avez l'impression qu'il y a eu quelque chose oublié, vous pouvez bien entendu nous renvoyer une contribution. Ça sera avec plaisir que nous en prendrons connaissance. Mes chers collègues, juste un point, j'allais dire technique. On avait lancé un appel à candidature pour une mission sur la santé mentale, particulièrement des jeunes. Et donc, j'ai rarement eu autant de candidatures. Donc, je vais faire des déçus et je m'en excuse auparavant. Mais compte tenu de cet engouement, je verrai avec les personnes désignées et s'il y a moyen de peut-être communiquer les agendas pour faire participer tous ceux qui voulaient participer. Et du coup, pour être juste, c'est-à-dire comme d'habitude, une personne de la majorité, une personne de l'opposition, en respectant aussi j'allais dire le fait que ce ne soit pas toujours les mêmes groupes qui aient les choses. Donc, ça sera Madame Standback Terre Noire pour la France Insoumise qui sera co-rapporteur avec Madame Colin Osterley. Donc, vous serez toutes les deux co-rapporteurs pour cette mission. Et donc, on échangera très rapidement sur les modalités et voir comment on peut associer l'ensemble des collègues qui avaient postulé. Et bien entendu, j'essaie de faire attention à chaque fois que ce ne soit pas toujours les mêmes groupes. Donc, je suis désolée pour ceux qui seront déçus.
Et on aura des propositions à venir pour les prochains. On a encore beaucoup de travaux. Vous savez que les droits des enfants nécessitent encore beaucoup de sujets. Et compte tenu également de la composition gouvernementale, cette délégation aura un rôle très important et majeur à jouer. Je vous remercie. N'hésitez pas. Merci pour votre travail. Comme disait très sincèrement notre collègue tout à l'heure, merci pour le travail que vous faites chaque jour auprès de ces enfants. Et bien entendu, on reste à votre écoute. Merci à tous et à ceux qui n'étaient pas là en début de séance. Je vous redis tous mes voeux pour cette nouvelle année, de bon travail, notamment pour cette délégation. Merci à vous.